Après avoir tenté d'obtenir le retrait des candidats de la majorité pour pouvoir se présenter comme candidat unique, le Premier ministre, M. Pierre Messmer, renonce finalement à se présenter. Conséquence, Edgar Faure n'est plus candidat, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas restent ce soir les seuls candidats de la majorité. Ouverture à l'ONU d'un débat très important qui nous concerne tous puisqu'il porte sur le problème mondial des matières premières. C'est notre avenir immédiat et celui de nos enfants qui est en jeu. Un an après la mort de Pablo Picasso, André Malraux parle de son grand ami avec le poète espagnol José Bergami. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Après une journée fertile en péripéties, on peut dire ce soir que la situation s'est clarifiée du côté de la majorité. Deux candidats restent présents, Jacques Chaban-Delmas et Valéry Giscard d'Estaing. Mais pour en arriver là, on est passé tout au long de cette journée importante par toutes sortes de rebondissements spectaculaires. Tout a commencé ce matin lorsque le Premier ministre, M. Pierre Messmer, a lancé un appel solennel aux candidats de la majorité, leur demandant de se retirer pour qu'il se présente lui-même comme candidat unique. Écoutez Pierre Messmer qui a fait cette déclaration devant nos confrères de la radio. J'ai ce matin, après réflexion, donné à la presse le communiqué suivant. Devant la situation créée par plusieurs candidatures de la majorité de Georges Pompidou, en raison des risques qu'une telle division fait courir à la France, je suis résolu à me présenter au suffrage des Français si ces candidats se retirent. Je le leur demande. Premier ministre de Georges Pompidou, confirmé par lui à ce poste il y a moins de 2 mois, et, de ce fait, ayant en charge les intérêts du pays, j'ai estimé de mon devoir de proposer une candidature d'union de la majorité face à la coalition socialo-communiste. Diverses candidatures issues de la majorité se sont manifestées depuis quelques jours. Elles sont toutes respectables, mais leur nombre crée la confusion et divise dangereusement les Français qui, depuis 1958, ont soutenu successivement l'action du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Cette action, menée sans relâche pendant 15 ans, a permis à la France de restaurer et d'assurer son indépendance nationale, de développer un essor économique sans précédent, de promouvoir le progrès social dans la liberté. Cette œuvre doit être poursuivie avec tous ceux, sans distinction, qui ont pour seul souci l'intérêt du pays. J'ai essayé de convaincre personnellement les différents responsables de la nécessité de s'unir. Je renouvelle publiquement mon appel. Personne n'ignore que des périls graves menacent l'Europe et la France, et que seul un sursaut national permettra d'en triompher. En tant que Premier ministre, c'est à moi d'en avertir solennellement ceux qui sont attachés avant tout à la démocratie et à la liberté. Si un autre est mieux placé que moi pour rassembler autour de lui tous ceux qui pensent d'abord à la France, je m'en réjouirai, car je ne suis animé d'aucune ambition personnelle. Je fais mon devoir, j'espère que mon appel sera entendu. Quelques minutes seulement après la diffusion de cet appel, le président de l'Assemblée nationale, M. Edgar Faure, faisait savoir qu'il renonçait à se présenter. À la Bourse de Paris, c'était le 2e jour de lockout. Écoutons M. Edgar Faure. Je pense que nous allons être en mesure de vous le diffuser. Voilà, écoutez M. Edgar Faure. Il est impensable que nous n'arrivions pas à un accord. Alors, on dira sur qui. M. Messmer fait connaître sa détermination. J'y réponds immédiatement par mon acceptation, non seulement de convenance, mais de conviction, que je souhaite
et je crois pouvoir dire que cela sera, sans aucun contact, que Pierre Messmer se transcende, non pas en candidat de combat de la majorité gouvernementale, mais en nouveau candidat de la nouvelle majorité présidentielle. C'est mon souhait, c'est ma conviction qu'il peut le faire, c'est ma conviction qu'il le fera, et ma conviction désormais est engagée auprès de la sienne. Deuxième candidat de la majorité à faire connaître son point de vue sous forme d'un communiqué, M. Valéry Giscard d'Estaing. Je vous lis d'ailleurs maintenant le texte intégral de ce communiqué. À propos de l'initiative prise ce matin par M. Messmer, le secrétariat de M. Valéry Giscard d'Estaing rappelle le texte de la déclaration publique que celui-ci a faite hier à Chamalières et qu'il a confirmé au Premier ministre au cours de l'entretien qu'il a eu avec lui à l'hôtel Matignon lundi à 17 h. J'étais prêt à m'effacer devant le Premier ministre, nommé par le président Pompidou, je le lui ai dit. Quant au troisième candidat de la majorité, Jacques Chaban-Delmas, il s'est rendu au début de l'après-midi dans le bureau de M. Pierre Messmer pour une entrevue qui a duré quelques minutes seulement. Peu après, le Premier ministre, M. Pierre Messmer, publiait le communiqué suivant. Les conditions posées n'ayant pas été réunies, j'ai décidé de ne pas poser ma candidature à la présidence de la République. Ma décision est irrévocable. Peu après la très courte entrevue entre le Premier ministre et M. Jacques Chaban-Delmas, c'est messieurs Michel Debré et Alexandre Sanguinetti qui entraient à leur tour dans le bureau du Premier ministre à l'hôtel Matignon. Un entretien de 45 minutes, à l'issue duquel les deux hommes politiques ne firent aucune déclaration. On apprenait peu après, sans surprise, que M. Chaban-Delmas maintenait sa candidature à la présidence de la République. Il l'annonçait lui-même au cours d'une déclaration dont je vous propose d'écouter l'essentiel. C'est la première conférence de presse d'un candidat à la présidence de la République. Les conférences de presse des autres candidats, notamment M. Giscard d'Estaing et Mitterrand, sont annoncées respectivement pour jeudi et vendredi prochain. Je vous dois d'abord la réponse que j'ai faite au Premier ministre. Cette réponse est négative. Une longue réflexion, puis une ferme résolution, m'ont conduit à poser ma candidature à la présidence de la République. Non seulement parce que je veux reprendre, là où elle avait été interrompue, la construction d'une nouvelle société, plus juste, plus libre, plus humaine, mais aussi parce qu'il faut barrer la route au candidat unique de la gauche, et que je crois être le mieux en mesure pour le faire. La France doit être gouvernée, et les Français assurés de leur liberté, de la justice et de leurs espérances. C'est pour moi un devoir de conscience, et je ne m'y dérobe pas. C'est au peuple seul de décider. Je m'adresse donc à toutes les Françaises, à tous les Français, sans exception. Je désire personnellement passer avec chacun et chacune un contrat de progrès. Comme en disposent fort justement nos institutions, la candidature est individuelle. Je ne suis le candidat de personne, sinon de ma conviction. Je n'ai ni négocié, ni transigé, ni compromis. Je n'en suis que plus heureux des ralliements de ces formations politiques qui ont décidé de soutenir mon action, ou de celles qui se disposent à le faire. Heureux de ces ralliements individuels ou collectifs, hors politique, venus des secteurs les plus variés et de toute la France. Heureux de savoir que des comités départementaux de soutien se sont déjà formés spontanément dans de nombreux départements et jusqu'en Outre-mer. Heureux de ces milliers de lettres d'adhésion et d'encouragement. Écrivez-moi. Je répondrai personnellement à chacun et je serai mieux armé
pour élaborer et mettre au point les solutions de demain. Naturellement, j'utiliserai ces instruments importants de l'information que sont la presse et les moyens audiovisuels. Mais également, je sillonnerai toute la France, du nord au sud, d'est en ouest, pour prendre contact avec le plus grand nombre d'entre vous. Car le maire de Bordeaux sait par expérience, depuis plus de 25 ans, que les dossiers les mieux étudiés, sans contacts humains, sont trompeurs. L'action nous appelle. À l'intérieur, quoique frappée de plein fouet par les excès de l'inflation, notre économie est sans doute l'une des mieux armées pour faire face à la menace de crise sur le monde occidental. Mais nous devons nous préparer à faire face à l'épreuve. Et pour cela, il faut voir les choses avec lucidité, imagination et dans la vérité. Pour l'heure, la tâche la plus immédiate, c'est de lutter contre la hausse des prix, non seulement pour ses effets pernicieux sur l'économie, mais surtout parce qu'elle pénalise les plus faibles en creusant les inégalités, au lieu de les combler. D'une manière plus générale, il faut maîtriser les éléments porteurs de crise et, pour un temps déterminé, planifier la réorientation de notre économie. À l'extérieur, il faut d'abord sauvegarder l'acquis européen, le marché commun. Il faut aussi relancer la construction d'une Europe fidèle à l'Alliance Atlantique et à son amitié avec les États-Unis, mais libre de ses décisions. Il faut poursuivre et développer la politique d'entente et de coopération avec l'Union soviétique et les pays de l'Est. Il faut approfondir la bonne entente avec les pays arabes. Il faudra participer à tout règlement du conflit du Moyen-Orient juste et durable. Règlement juste et durable signifiant règlement accepté par les parties en présence. Enfin, rappelons-nous que la liberté et la sécurité de la France constituent les garanties mêmes de la liberté et de la sécurité de chaque Français. L'indépendance, sous toutes ses formes, est une donnée fondamentale de notre histoire. Le général de Gaulle avait relevé cette notion. Il a creusé un sillon profond que Georges Pompidou a continué et que je poursuivrai. Et puis le comité directeur du CDP est actuellement réuni pour déterminer sa position et choisir son candidat. Retrouvons d'ailleurs sur place, en direct, François Bonnemain. Eh bien, le comité directeur vient juste de se terminer et Jacques Barrot est là. Il va nous lire le communiqué qui a été publié à cette issue. Le comité directeur du Centre Démocratie et Progrès, réuni le mardi 9 avril, s'est ouvert sur un hommage au président de la République disparu. En se prononçant en 1969 pour une politique d'ouverture, Georges Pompidou avait assuré la reconnaissance du pluralisme, notamment à l'intérieur de la majorité, et permis la conciliation de la vie démocratique avec le fait majoritaire. Le CDP a regretté le nombre excessif de candidatures qui se sont déclarées. Il a salué l'intention manifestée par le président Edgar Faure de concourir à une simplification des données du premier tour, acquérant par la même vocation, au-dessus des affrontements électoraux, à jouer un rôle essentiel de conciliation et d'union dans les semaines et les mois à venir. Toutefois, le CDP a considéré que l'unité de candidature n'était pas nécessairement dans la conjoncture présente la meilleure solution. Et il a souligné qu'une possibilité raisonnable de choix offerte au premier tour aux électeurs pouvait avoir des aspects positifs, à condition que les candidats n'oublient pas l'objectif essentiel, l'union à réaliser au second tour
autour de celui que les suffrages auront désigné pour battre l'union de la gauche socialo-communiste. Il a demandé que le comité de liaison de la majorité, qui aurait dû être réuni plus tôt, y veille désormais. Le résultat de l'élection présidentielle doit permettre ainsi de consolider la victoire remportée en commun au deuxième tour des élections législatives de 1973 par une majorité électorale élargie. Cette majorité élargie doit trouver maintenant sa traduction présidentielle et ensuite sa pleine traduction parlementaire et gouvernementale, contrairement à ce qui s'est passé depuis un an. Dans cette perspective, le Centre Démocratie et Progrès, pour sa part, voit d'abord dans la campagne qui s'ouvre l'occasion de faire prévaloir ces résolutions essentielles qui tiennent dans une volonté d'ouverture à la fois politique, européenne et sociale. Le comité directeur a rappelé que la première ouverture politique, faite en 1969 par le président Georges Pompidou, avait alors conduit à la désignation de Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre. Le CDP veut que cette ouverture soit maintenant prolongée. Sur le plan de la construction de l'Europe politique, sur laquelle Jacques Chaban-Delmas vient de se prononcer nettement, le Centre Démocratie et Progrès a rappelé les propositions récentes formulées par son président Jacques Duhamel en vue d'un comité d'initiative pour l'Union européenne. Ces propositions constituent pour le CDP la base de la relance européenne indispensable. Sur le plan social, le comité directeur du CDP a rappelé la volonté du Centre Démocratie et Progrès de voir se développer la politique contractuelle telle qu'elle avait été instaurée par Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, avec le concours de Joseph Fontanet, alors ministre du Travail, de manière à changer les rapports entre partenaires sociaux et à réaliser dans le sens de la justice de profondes transformations sociales. Dans la ligne des réformes alors intervenues, il a demandé qu'un volet social, avec un échéancier, un calendrier précis, soit prévu dans un plan élaboré à la suite d'une concertation authentique et sur lequel l'État s'engage véritablement. Pour servir efficacement ces objectifs, en se référant à l'action novatrice menée par Jacques Chaban-Delmas lorsqu'il était Premier ministre, parce qu'enfin, celui-ci leur est apparu le candidat le mieux placé au second tour pour rassembler le plus grand nombre de Français autour d'un projet de société qui, s'appuyant sur les valeurs de tolérance, de liberté et de responsabilité, modifie la société française pour la rendre plus juste et plus solidaire. Jacques Duhamel et les responsables du mouvement ont proposé les premiers et sans souci de combinaison partisane de soutenir la candidature de Jacques Chaban-Delmas. Ce choix, ratifié à une large majorité par le comité directeur du Centre Démocratie et Progrès, s'inscrit pour le mouvement dans la fidélité à son idéal et dans la recherche d'une ouverture qui doit, à l'occasion de cette élection présidentielle, prendre une nouvelle dimension. À vous les studios. Alors une réaction attendue après les événements de ce matin et de cet après-midi, c'était naturellement celle de François Mitterrand. Une réaction qui n'a d'ailleurs pas tardé. Où M. Messmer voit-il un danger pour la France, a dit M. Mitterrand, alors qu'il n'y en a qu'un pour la majorité. D'autre part, a-t-il dit, ce n'est pas mon affaire. Par ailleurs, M. Christian Fouché, candidat gaulliste ne faisant pas partie de la majorité, a décidé de maintenir sa candidature. Enfin, le président par intérim, M. Poher a reçu tout au long de la journée un certain nombre de personnalités politiques, dont M. Le Canuet, Durafour et les dirigeants des radicaux de gauche. C'est sans doute notre vie quotidienne dans les prochaines années qui dépend, pour une bonne part, des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est réunie aujourd'hui, avec un ordre du jour inhabituel, le problème mondial des matières premières. Une réunion décidée à l'initiative du président algérien, M. Boumedienne. Son but,
tenter de corriger le déséquilibre existant entre les pays producteurs de matières premières et les pays industrialisés, dont la France. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Michel Joubert, prendra la parole demain devant l'Assemblée. Je vous propose de mesurer maintenant, tout de suite, l'importance de cette réunion. Aux vieilles notions de pays riches et de pays pauvres, convient-il peut-être aujourd'hui d'y substituer un rapport pays producteur, pays consommateur, les uns comme les autres ayant pris conscience d'une inégalité que les années ne cessent d'accentuer. Il s'agit donc d'un rapport de force. Les producteurs, dont la grande majorité appartiennent au tiers-monde et dont les économies sont par conséquent menacées, veulent faire payer au juste prix les matières premières, pétrole, fer, cuivre, etc., indispensables à la bonne marche des économies des pays consommateurs. Et ce, pendant qu'il en est encore temps, car la carte des matières premières évolue sans cesse. Récemment, des gisements très importants ont été découverts dans des pays comme le Canada, l'Australie, qui sont des pays neufs, mais aussi qu'en Pologne, on a découvert il y a une dizaine d'années un très important gisement de cuivre, le plus important d'Europe. On sait quelles sont les réserves connues, exploitables aux conditions économiques actuelles. On sait aussi qu'à des conditions économiques différentes, à des prix plus élevés, ces réserves peuvent être multipliées par des coefficients très élevés. On sait aussi que pour certaines substances comme le fer, le manganèse, l'aluminium, il n'y a pas de problème de réserve à échéance rapprochée. Pour d'autres, au contraire, les réserves connues, exploitables aux conditions économiques actuelles, représentent 10 à 20 ans d'exploitation. Quelles sont ces matières premières alors qui seraient, entre guillemets, menacées? Les matières premières pour lesquelles les réserves sont les moins importantes sont essentiellement le plomb, le zinc, mais on peut penser que les activités de recherche qui sont développées permettront de mettre en évidence de nouvelles réserves. Dans ce rapport de force entre producteurs et consommateurs, interviennent une fois encore les deux super grands, l'URSS et les États-Unis, au même titre d'ailleurs que le Canada et l'Australie. Ces pays sont en effet producteurs et consommateurs à la fois. Par conséquent, l'Europe et le Japon se voient seuls face aux pays du tiers-monde. Et c'est sur cette dépendance que veulent jouer les producteurs. Mais une dépendance qui pourrait éventuellement aboutir à des accords, les uns comme les autres, y trouvant leur intérêt. Car la technique appartient encore aux pays consommateurs. Sur le plan strictement technique, il n'y a pas effectivement de problème majeur en ce qui concerne l'approvisionnement. Le problème qui est ressenti, je pense, par tout le monde, c'est un problème de développement rationnel de ces matières premières, et en particulier, un point qui paraît clair, c'est la nécessaire collaboration entre pays consommateurs et certains pays producteurs pour la mise en valeur de certaines richesses minières. La conférence de l'ONU va donc durer 3 semaines. Il serait surprenant qu'un accord définitif intervienne, mais un pas sera peut-être franchi pour qu'un jour, on puisse parvenir à un nouvel ordre économique international plus équitable. Au fond de cette petite rivière, près de Cavaillon, gisent les débris d'un Fouga Magister de la patrouille de France. L'avion s'est écrasé ce matin au retour d'une séance d'entraînement, provoquant la mort de son pilote, le lieutenant Jean-Paul Dambras, dont le dernier réflexe a été d'éviter de s'écraser sur les habitations toutes proches. Le lieutenant Dambras avait 34 ans. Depuis 2 ans, il faisait partie de la patrouille de France comme 2e solo. À ce titre, il figurait dans la présentation générale de la patrouille, mais aussi en présentation particulière comme celle-ci. Au sein de la célèbre formation de l'armée de l'air, le lieutenant Dambras était considéré comme un pilote de grand talent et d'une extrême finesse de pilotage. Il le fallait d'ailleurs pour exécuter à grande vitesse ces figures difficiles qu'Alain Darchy avait filmées pour nous. Les pilotes de la patrouille de France ne sont pas des casse-cous, mais plutôt des virtuoses. Hélas, dans des présentations aussi acrobatiques, un incident technique pardonne rarement. C'est ce qui est arrivé ce matin. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Ce journal a été, vous l'avez vu, largement consacré aux affaires de politique intérieure, ce qui est naturel dans les circonstances que nous vivons. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.